dur quand même. De septembre jusqu'en août, en fait, les hommes restent en Corse. D'ailleurs, les témoignages, comme celui de Méric, c'est de dire on a libéré la Corse et on se retrouve comme emprisonné. Ce sentiment d'emprisonnement, quand on est sur le Nil, il est bien réel. Alors, j'ai pu retrouver aux archives de Vincennes le journal personnel qui est anonyme, mais qui me permet de commenter ces images. Alors là, vous voyez, bon, on est à Herballon, vous avez plusieurs personnes qu'on va retrouver, Pascal Della Monica, Yvonne dans l'album, en arrière-plan, un Goumier. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, peut-être on ne voit pas très bien, mais au fond de la photo, il y a un personnage qui fait le V de la victoire. Donc on est, et puis il y a un sourire, une joie, enfin on est dans cette Corse-là, on est au printemps 44, qui est libéré. Et donc le commentaire dans le journal anonyme, c'est « Nous nous lierons d'amitié avec les Corses, dont nous apprécierons la noblesse et la générosité. Nombreux seront les mariages d'officiers et de sous-officiers avec les filles du pays. La vie s'écoule en attendant, calme, tranquille, souvent joyeuse, dans l'éblouissement du printemps corse, qui, comme un printemps africain, fait éclater brusquement le maquis de bourgeons, de fleurs, de senteurs enivrantes. La vie s'écoule en attendant des ordres qui ne viennent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne nous envoie pas en Italie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de permission pour le Maroc, etc. Et donc là, vous avez des balades en gîte, mais ce n'était pas tous les jours, évidemment, et Guy de Mareuil va immortaliser un dimanche où il y a un pique-nique sur la plage. Donc là, je trouve que cette photo, elle est très touchante. Il y a Pascal Della Monica, le monsieur qui va fêter son 100e anniversaire, Yvonne, une habitante, et puis vous voyez un geste aussi comme ça de tendresse, d'amitié avec les goumiers marocains. Et ce serait d'ailleurs aussi une histoire à explorer que les liens qui ont pu se tisser entre des femmes corses et des goumiers. J'attends là un témoignage. Bon, bref. Et puis il y a les loisirs balnéaires qui sont très présents. La plage, le kayak de mer, les bains de soleil, les bains de mer, etc. C'est une oisiveté forcée. Et là, sur cette photo, il y a quand même une certaine modernité. Alors, c'est vrai que le village d'Herballon, dans le Cap Corse, c'est un village un petit peu d'avant-garde, où il y a des artistes, des peintres déjà qui viennent. Mais là, vous voyez la posture féminine, on est en 2 pièces, il y a quand même savouré la joie du soleil sur la peau, une des femmes fume. Mais en même temps, dans l'album de Guy de Mareuil, même s'il y a ces moments de joie, et qui sont cette parenthèse enchantée, cette oisiveté forcée, il prend soin, quand même, dans cet agenda, de mêler, si vous voulez, les loisirs et le fait qu'on est là en attendant le débarquement d'Elbe et de la Provence. Donc là, par exemple, c'est vraiment caractéristique. Vous avez son ami Nono Ricci qui était magistrat, avec une habitante du village, c'est une balade en kayak. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé parce que mon thème de recherche, je travaille beaucoup sur la photo dans l'Arctique, en fait, et de voir un kayak en Corse dans ces années 40, je trouve ça amusant, parce que le kayak, vous le savez sans doute, c'est une invention des Inuits, et c'est un terme, c'est un des rares termes en inuktitut dans la langue des Inuits qui est en langue française qu'on utilise. Et puis, le bas de l'image, de la photo, bah, c'est Porto Vecchio et c'est les préparatifs, les entraînements pour le débarquement. Et je termine enfin par la 3e partie de l'album. C'est la fin de la parenthèse enchantée. Guy de Mareuil est blessé très grièvement à Marseille. Il pense même perdre sa jambe, ses 2 jambes. Il risque l'amputation. C'est Ernest Bonacossia qui vient lui rendre visite à Marseille, à l'hôpital Sainte-Marguerite, et qui voit d'ailleurs l'album photo. Donc il continue, il a son appareil avec lui, on le sait, parce que, par exemple, cette photo, alors il revient, il a gardé toute sa vie telle une relique, hein, cet album, donc d'une écriture plus tremblante, il écrit des fenêtres de l'hôpital Sainte-Marguerite, et puis il y a une sorte de tristesse aussi à la fin, puisque la dernière photo de l'album, c'est Marseille, défilé du 14 juillet 45, évidemment, il ne peut pas y participer, il ne peut pas se tenir debout, en fait, il est vraiment tellement blessé que sa légende, c'est « Le capitaine Chêne me remplace ». Et donc, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est une valorisation récente, parce que c'est vrai, quand on découvre un objet comme celui-ci, ben, il y a une part aussi un petit peu d'injustice, parce que des gens qui ont participé à la guerre, il y en a plein. Sauf que là, il l'a déposé aux archives, donc c'est tombé entre mes mains, et je peux vous en parler ce soir. Mais à partir du moment où cet objet est tombé entre mes mains, bon, il y a eu plein d'aventures. En fait, il a été reclassé. Vous savez, dans les archives, on reclasse les documents. Et en fait, il ressort, voilà, il était un peu oublié. Enfin, on
plus, je pense que les sources privées, ça n'intéressait pas vraiment le CPAD. Enfin, il ressurgit autour des années 2010, et moi, il tombe dans mes mains en 2014. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé ce que je trouvais extrêmement intéressant en fait dans cet objet. C'est pour ça que quand on en a parlé ensemble, et vous m'avez encouragé à le faire, parce que je me dis je suis peut-être en porte-à-faux avec un discours plus classique. Là, ce qui est passionnant, c'est comment finalement l'histoire individuelle d'un homme qui est au fond une figure un petit peu oubliée aussi de la libération de la Corse et de la France, comment ça va croiser cette histoire individuelle, comment ça se croise avec l'histoire locale, avec l'histoire d'un village, et puis avec voilà, la grande histoire, avec un grand H de la libération de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai publié un article en 2017-2018 dans la revue Études Corse. J'ai fait une conférence à la salle des fêtes du petit village d'Herbalongue avec les habitants et notamment ceux qui font partie du club du troisième âge. Et puis, pour fêter le 80e anniversaire de la Libération, il y a eu une exposition au musée d'ethnographie de Bastia. Donc j'avais parlé de cet album à Sylvain Grégor, qui en est le conservateur, hein, et il a fait un appel à la population pour des témoignages privés qui sont maintenant valorisés. Et il se souvenait de l'album, je lui avais montré quelques images, et il s'est dit, pour illustrer la vie quotidienne, puisque en 43-44, les gens ne font pas de photos. En fait, la massification de la photo, si vous voulez, c'est les années 60. Hein. Avant, on n'a pas... Enfin, sauf si on appartient à la classe, à la bourgeoisie, on a les moyens de faire de la photo, de les développer. Donc cet album, il a fait le voyage. Il est retourné en Corse depuis toutes ces années pour être exposé au musée de Bastia dans cette exposition. Et donc moi, il m'avait été demandé pour valoriser l'objet de présenter quelques photos et puis de les légender. Alors c'était extrêmement frustrant, c'était juste une phrase, il fallait que ce soit traduit en 4 langues, bon enfin voilà. Et un des plus beaux moments en fait dans ma carrière d'historienne, je veux dire, Jacqueline est là, j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est que à l'occasion du 80e anniversaire, Jacqueline et puis la Cumia est venue en Corse, et donc on a visité l'exposition, et Pascal Della Monica, qui avait tant aimé ton père, Jacqueline, eh bien, était présent. Et là, il y a une photo très touchante où Jacqueline, qui est ici présente, la fille aînée de Guy de Mareuil, et Pascal sont là devant le petit album photo. Voilà. Et pour terminer cette présentation, je voulais vous partager quelques réflexions. Ça fait des années que je travaille sur la photo, et en particulier la photo amateur, mais c'est vrai qu'il y a des questions multiples qui se posent, des questions éthiques, parce qu'il y a la question bien sûr du droit à l'image, il y a le respect des silences volontaires ou inconscients, de la sensibilité de la famille, il y a des questions éminemment politiques, puisqu'on est dans un contexte colonial, post-colonial, la question des Goumiers. Vous avez vu, le monument, il date de 57, mais c'est pas simple, encore maintenant, d'évoquer cette histoire-là, parce qu'il y a aussi l'indépendance, enfin bon, bref, il y a des concurrences mémorielles. En Corse, on aime beaucoup aussi mettre en avant le rôle des résistants, du Parti communiste, les Goumiers. C'est pas la même histoire non plus dans le sud de l'île et dans le nord. Enfin, tout ça est très complexe. Et les Goumiers, en fait, vont ressurgir autour des années 80 dans les commémorations. On est aussi dans le passage de l'invisible au visible, de l'oubli à la mémoire, sauf que les questions mémorielles, eh bien, elles sont aussi parfois, c'est un long débat entre les historiens, ces questions de la mémoire qui peuvent être utilisées, cette mémoire peut être utilisée, peut être aussi instrumentalisée. Et moi, ce qui me paraît vraiment essentiel, et je pense que c'est aussi l'objet de l'association, c'est en fait la question de la transmission. On voit très bien à travers un document comme celui-ci que les liens France-Maroc correspondent à des destins croisés. Et puis enfin, je terminerai, parce que comme je suis en train de valoriser cet album pour peut-être une publication, en fait, je me rends compte que cet album, depuis qu'il est entré dans ma vie, ça correspond aussi à une quête intime, parce que c'est un objet qui me préoccupe, qui me touche, et aussi parce qu'il rejoint en fait plusieurs thèmes de mes recherches. Et là, je viens de lire un ouvrage qui porte sur un soldat de la Première Guerre mondiale, donc l'écrivaine belge Violaine Lison, elle n'est pas historienne, vient de publier Lequel de nous portera l'autre. C'est un très beau texte, où elle s'interroge en fait sur ces carnets qu'un ami lui donne, qui appartenait à son oncle, et qui aurait été tué en 1918 lors de la Première Guerre mondiale. Et voici ce qu'elle dit. Je reçois, donc sous-entendu les petits carnets, je reçois comme on reçoit un cadeau de ceux qui entrent dans votre vie pour s'y installer, la bouleverser. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi avec cet objet, qui fait que j'ai découvert le Maroc que je ne connaissais pas. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont passées. Et l'interrogation aussi que se pose cette écrivaine, c'est, au fond, un mort n'entre pas dans nos vies
par hasard. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole à